Je m'appelle Ludivine de Mol, je suis chercheuse doctorante au CEMTI et je travaille sur l'articulation entre la consommation pornographique des jeunes adolescentes et leur construction identitaire de genre. Aborder des questions intimes avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément évident, mais il y a plusieurs facteurs qui m'ont aidé à ça. La première, c'est la légitimité académique que pouvaient me donner mes interviewées. Elles ont toutes eu un parcours universitaire, elles sont toutes passées par la fac, donc elles me reconnaissent une légitimité, et certaines d'entre elles me reconnaissent une légitimité de chercheuse féministe. Elles connaissent déjà mes travaux, elles ont regardé qui j'étais, j'en ai quelques-unes qui sont déjà allées à mes qui sont déjà venues dans mes conférences, qui m'ont écouté à la radio, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est mettre en place des entretiens compréhensifs. Donc le but, alors les entretiens compréhensifs durent en moyenne entre 2 et 3 heures. Donc j'en ai qui sont un tout petit peu plus courts et j'en ai qui sont plus longs. Donc des entretiens compréhensifs qui permettent d'instaurer un dialogue de confiance déjà, ce qui permet aussi... alors généralement leur alibi pour me parler, c'est le fait d'aider à la recherche. Voilà, ce truc de je vais pouvoir t'aider. Il y a vraiment eu un engouement assez fort quand j'ai commencé à chercher des gens. Alors pas de tout le monde, hein. Il y a eu un engouement fort sur Twitter où j'ai une présence assez active, où il suffit de cliquer sur mon profil pour savoir que je suis une chercheuse féministe, sur quoi je travaille, etc. Donc qui apporte un certain truc, mais il y a quand même pas mal, il y a eu pas mal de... Avant, il y a des gens qui font vraiment de la recherche sur ça, ce genre de choses. Et au final, j'ai reçu... donc mes premières annonces ont été sur Twitter. Et au final, dans la journée, j'ai reçu beaucoup de RT, beaucoup de réponses et une centaine de jeunes femmes qui se sont adressées à moi en disant j'aimerais beaucoup t'aider. Voilà, elles le présentent toujours comme ça, c'est marrant, pour pouvoir participer à cette enquête. Et l'autre truc dont je me suis aperçue au cours des entretiens, c'est qu'au final, alors il faut toujours une petite demi-heure, trois quarts d'heure hein, pour commencer à aller parler des choses un peu plus intimes, mais bon, quand elles arrivent, elles savent qu'elles vont parler de pornographie. Elles savent pas forcément ce qui va se passer après, de quoi, qu'est-ce qu'on va aborder, mais le premier truc, c'est on parle de la première fois que tu as vu du contenu pornographique. Donc déjà, ça casse un petit peu la glace, on va dire, puisque de suite, je rentre dans le vif du sujet, même si c'est pas vraiment le vif du sujet, en tout cas, c'est voilà, il y a une espèce de petit truc qui se fait, et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est plus facile d'entrer en communication. Et je me suis rendu compte aussi que ça a créé des espaces de parole avec ces jeunes femmes qui parfois m'ont confié des choses qu'elles n'avaient jamais confiées et qui a très vite conduit à pas seulement me parler de pornographie, surtout qu'en plus j'ai eu beaucoup de mal à leur faire parler de leur corps, de ce qui les excite, tout en le détachant de leur fonction de genre, entre guillemets. Donc une grande partie des entretiens que j'ai réalisés comportent des récits de violences sexuelles, de violences conjugales, de violences sexuelles à l'intérieur des familles, puisque, enfin, pour rappel, on a plus de chances d'être violé au sein de notre famille que dans la rue par un inconnu. Donc, et, alors, je savais que j'allais écouter et que j'allais entendre des récits de violence parce que j'y étais préparée. Hein. Une grande majorité des femmes ont déjà subi des violences sexuelles, des violences conjugales. Je m'attendais pas à cette ampleur, on va dire, qui est peut-être liée au fait que justement je crée des espaces de parole et puis que celles qui n'ont peut-être pas pu en parler ailleurs se retrouvent dans un espace neutre, un peu comme chez le psy, entre guillemets, hein, puisque mes entretiens sont anonymes, je ne donne pas de nom, je ne donne pas d'indications sur les personnes que j'ai interviewées. Et donc les récits de violence, mais également j'ai commencé à voir tous les petits détails de violence, entre guillemets, les petits mécanismes des détails qui au final font système, hein, qui sont constitués des discours institutionnels, des discours des parents, des discours des pères, PAIRS, des relations amoureuses et sexuelles qu'elles ont déjà vécues avec d'autres garçons. Donc, par exemple, le garçon qui explique qu'il faut avoir des relations sexuelles tous les jours, parce que c'est comme ça que sont les couples. Et certaines jeunes filles en fait s'y plient en se disant c'est
peut-être qu'il a raison en fait, et que même si elles n'en ont pas envie, elles finissent par céder. C'est quelque chose qui revient, ce terme de céder. Donc j'ai une partie sur le consentement, et j'en ai quelques-unes comme ça qui m'ont dit non, non, mais j'ai toujours été consentante, j'ai jamais été violée. Bon, par contre, ça m'est déjà arrivé de céder face à un copain un peu trop insistant. Et au début, il dit allez, viens, on couche ensemble. Je dis non. Et puis finalement, il insiste un peu. Et puis bah, je finis par céder parce que voilà, je finis par céder. Mais c'est pas un viol à proprement parler. Donc c'est quelque chose auquel elles tiennent généralement. Quand elles disent c'est pas un viol, c'est vraiment pour préciser que il y a une fonction derrière, hein, qui sert aussi à se protéger. Euh, je dis pas pour autant que c'est des viols, hein. J'explique juste qu'il y a une espèce d'affirmation, alors que je demande pas si c'est un viol ou pas, quoi. C'est pas un viol, et en même temps tu sens bien que bah voilà, les relations sexuelles conjugales sont un lieu de négociation au désavantage des femmes, généralement. Ces entretiens qui mettent au clair enfin, ces petits détails de violence qui finissent par faire système, et qui ont été pour moi durs, très difficiles en fait à gérer et à digérer et à analyser. J'ai découvert par la suite ce qu'on appelle le syndrome vicariant, qui est le syndrome par procuration en fait, qu'on trouve beaucoup chez les personnes travaillant dans le social, et qui est donc cette accumulation de témoignages de violence, et de se rendre compte qu'on ne peut pas faire grand chose. Donc je ne suis pas une travailleuse sociale, je ne pense pas être autant affectée que des travailleurs sociaux qui travaillent, je sais pas moi, auprès de femmes battues, auprès d'enfants, mais ça a fait quand même une espèce je sais pas comment dire, d'espèce de grosse claque, parce que je m'y attendais pas du tout, et il a fallu que je ralentisse, parce qu'en fait, me taper à la suite 2 entretiens à écouter qui parlent de violence, en fait, c'est extrêmement difficile à digérer, puisqu'il y a cet aller-retour incessant entre ce que la personne dit, ce que je dois retenir pour le système, et qu'on le veuille ou pas, nous. Parce qu'on s'imagine généralement que les chercheurs et chercheuses sont complètement neutres face à leurs travaux. Alors, on est en partie neutre, hein, mes entretiens sont neutres, sans jugement, je suis là pour guider la personne, etc. Mais quand tu rentres à la maison avec ces entretiens, et que tu dois les réécouter, et, bah non seulement tu dois digérer ce que tu as eu sur le moment, hein, parce que quand il y a quelqu'un qui te sort en plein milieu de phrase un récit de viol auquel tu n'étais pas préparé, bah, tu t'accroches à ta chaise, et puis tu ouvres grand les yeux, et puis tu continues d'écouter, hein. Tu peux pas interrompre un entretien comme ça. Enfin, t'es pas là pour ça en plus, hein. Et puis bah, quand tu rentres à la maison, il faut que tu réécoutes, que tu digères l'émotion que tu as ressentie sur le moment, et puis entasser, et puis te dire putain, enfin, c'est pas la première qui me raconte ce genre de choses, etc., etc. Et ça a été difficile psychologiquement, émotionnellement, de traiter ces informations, de traiter cette violence, et cette violence à laquelle je m'attendais pas aussi frappante et aussi insidieuse en fait.